Eh bien voilà, bonjour à toutes et bienvenue dans ce temps de parole sur Cozy FM, comme je le disais, et sur KTV. On va aller du côté de la CFE-CGC maintenant. C'est le président du syndicat national des territoriaux qui est sur notre plateau. C'est pas n'importe qui, Samuel. Il est en visite à Mayotte et pas pour 48 heures. C'est Dominique Zoc qui est là. Oui, Dominique Zoc, bonjour. Bonjour. Alors, Caribou à Mayotte, bienvenue. Mais avant d'attaquer par la face nord, j'aimerais que vous nous disiez ce qu'est l'ADN de la CFE-CGC. On connaît la FO, la CGT, la CFE-CGC aussi, mais puisqu'on a la chance de vous avoir sur ce plateau, si vous pouviez nous dire qui est et comment fonctionne la CFE-CGC, s'il vous plaît. Eh ben, pour être relativement bref, notre confédération est, plus précisément notre fédération fonction publique est une fédération non catégorielle, contrairement à ce qui pourrait apparaître au niveau de rattachement à la confédération, et qui s'adresse à l'ensemble des agents des fonctions publiques, et pour ma part, les fonctions publiques territoriales, puisque je suis le président du syndicat national des territoriaux CFE-CGC. Territorial, c'est quoi, pour être clair pour nos auditeurs ? Pour faire bref, ce sont l'ensemble des collectivités, donc bien sûr les mairies, les communautés de communes, les métropoles, les agglomérations, les départements, les régions. Et dans notre syndicat, on intègre également tout ce qui est EPIC, établissement public. Voilà, dans les OPH. Ça concerne du monde quand même, quoi. Oui, il y a du monde. Oui, ça concerne pas mal de monde. Il y a beaucoup de problématiques qui sont d'actualité, puisque concernant tout ce qui est réforme des collectivités, la loi NOTRe, la MAPTAM et la NOTRe, qui sont enchaînées et qui ont induit beaucoup de contraintes au niveau des collectivités sur l'obligation de se restructurer, de se regrouper, de mutualiser. Alors bien sûr, si notre syndicat et de manière générale, le débat n'est pas dans les décisions de l'exécutif, les conséquences, on demande à ce qu'elles soient favorables et qu'on tienne compte énormément du côté humain sur lequel on va les appliquer. Alors, la fonction publique territoriale à Mayotte était en décalage avec le reste de la France, à Mayotte en tout cas. La loi NOTRe vient encore changer la donne, nouvelle organisation territoriale pour la République. Oui, voilà, faut expliquer. Oui. Vous avez décidé de venir à Mayotte, mais pas en visite suppositoire. C'est-à-dire que vous ne voulez pas repartir en ayant serré quelques mains et en n'apportant rien. Vous voulez apporter quelque chose, mais aussi ramener quelque chose. Donc vous avez décidé de rester 10 jours sur le territoire, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc je suis arrivé mardi, je repars jeudi soir. Et ma demande et ma volonté était de rencontrer le maximum de personnes possibles, sachant que si les questions sont peut-être similaires, les réponses doivent être adaptées sur la manière d'entendre et d'agir au niveau local. Donc je passe mon temps à rencontrer les gens, et c'est pour moi l'immersion est primordiale, pour essayer de comprendre déjà la manière dont fonctionne l'administration, parce que même s'il y a un droit commun, il y a une partie de droit local qui s'exerce encore, il y a du retard sur l'application du droit. Donc il y a encore beaucoup de collectivités dans lesquelles il n'y a pas de comité technique. Donc je pense qu'il faut intervenir, parce que là, c'est une obligation et c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange entre lesquels les élus et l'administration peuvent expliquer par rapport au personnel pourquoi on prend telle décision, donc quel est l'objectif, quel est le projet en gros de l'administration, et ne pas uniquement annoncer des contraintes budgétaires qui en elles ne représentent un pis-aller ou dire une souffrance par rapport au personnel. Voilà. Ressentez-vous un véritable décalage entre la fonction publique territoriale française globale et celle qui existe à Mayotte ? Quel est votre ressenti par rapport à ce que vous avez pu entendre et découvrir ? Je crois que au niveau de la métropole, la manière d'aborder les réponses, pas les questions, parce qu'on peut se poser tous les mêmes questions, ne tient pas compte de l'histoire et de la manière de communiquer et de gérer vos problèmes ou vos échanges. Oui. Donc, pour prendre le problème de la formation, par exemple, vous allez avoir, sans remettre en cause les compétences du CNFPT, qui est l'organe, qui est le Centre national de la fonction publique territoriale, donc qui gère tout ce qui est formation obligatoire et puis une partie des formations non obligatoires au niveau des collectivités. Quelqu'un qui va venir de métropole va faire peut-être un cours magistral par rapport à la manière de trouver une solution sur une problématique qui ne sera pas adaptée à la manière d'entendre par rapport aux gens ici. Ouais, il y a un émetteur et un récepteur, quoi. Voilà. Et le récepteur, je pense, a besoin d'abord des fondamentaux au niveau de la formation. C'est-à-dire qu'il faut rappeler comment, par exemple, se comporter
au niveau d'une équipe, la responsabilité d'équipe ici est peut-être pas bien assimilée ou différente sur la manière de gérer, je veux dire, un groupe qu'en métropole. Ouais. Quand on demande à quelqu'un d'avoir une responsabilité de service, c'est pas pour assumer toute la responsabilité de service. Pour petite histoire, on est arrivé dans une commune, c'était la veille des élections, je n'ai pas cité la commune comme ça, je ne vais froisser personne, c'est pas mon but. Mais comment le responsable du service administration générale traînait par terre des cartons avec les bulletins, l'ensemble des documents sur tout un étage. Et puis manifestement, il avait beaucoup de mal. Et moi, j'ai cru en arrivant que c'était un agent à qui on avait confié une tâche ingrate. Or, j'ai appris que c'était le chef de service. En effet. Et à la question qu'on lui a posée à pourquoi, d'abord, il prenait pas de chariot et pourquoi il ne se faisait pas aider, il nous a répondu qu'il ne faisait pas confiance. Donc, vous voyez que la chaîne de confiance, que s'il n'est pas établi dans une équipe, le chef de service, parce qu'il veut être sûr d'assumer l'ensemble de la responsabilité de la tâche, va prendre tout en compte et va pas déléguer. Donc l'équipe derrière ne reconnaît pas le leader et puis le chef de service s'esquinte à faire ça, quoi. Donc, il s'use pour rien. Voilà, donc le décalage, vous voyez, par exemple, il est là. Ouais. Il faudrait expliquer à ce chef de service la manière dont on conduit une équipe et la manière dont on fait confiance. Parce que le principe, une des valeurs dans lesquelles on s'investit, c'est la confiance entre l'ensemble des interlocuteurs. Ouais. Vous avez une façon particulière de fonctionner à la CFE-CGC. Par exemple, il y a des endroits où vous avez entendu des risques de tension. Oui. Vous débarquez pas forcément sur place de suite avec les banderoles. Là, c'est pas du tout notre méthode. La grande majorité des conflits sont résolus chez nous en off. Alors c'est vrai que ça fait pas de bruit parce qu'on n'a pas de banderole et on n'est pas devant l'entreprise à faire, je dirais... le piquet de grève. Ouais, à faire du bruit. C'est-à-dire le bruit n'est pas pour l'employé comme pour l'entreprise, n'est pas mobilisateur. On est dans la crainte et dans la défiance. Comment vous voulez établir un climat de confiance si déjà vous mettez la pression par rapport à un employeur ? Donc quand on a suspicion de tension ou de problème au niveau d'une entreprise, comme on le fait souvent, on va rencontrer les responsables de l'entreprise pour leur dire vous êtes au courant ? S'ils ne sont pas au courant, on peut prendre la bonne foi de l'employeur comme quoi, effectivement, il peut y avoir des conflits larvés qui s'arrêtent à un service. Donc on remonte le problème. C'est souvent un problème de communication, un problème d'hommes. Il y a une mésentente parce qu'il y a conflit peut-être de personnes au départ et après c'est à charge de chaque côté. Ouais. Quand le ressort est cassé, on bâtit le mur et puis voilà. Il y a rupture de dialogue social, en effet, très souvent. Et nous sommes pour le dialogue social. Enfin, nous sommes réputés, connus pour être pour le dialogue social. Moi, j'étais à des réunions au ministère où on était le seul syndicat, bien que contre l'ensemble des propositions du gouvernement, nous étions le seul syndicat à être présent au niveau des entretiens. Ouais, et vous êtes force de proposition en cas de conflit. Bien sûr. Là, ce qu'on va faire, c'est suite aux entretiens qu'on a eus avec les entreprises, on va rencontrer donc les personnels pour faire le point et avoir les deux pendants de la problématique. Et on va écrire à l'entreprise par rapport à nos revendications ou nos recommandations, en toute modestie, bien sûr, parce que c'est pas... Et essayer de trouver une solution pour apaiser comment... il se peut qu'au niveau des agents, il y ait des agents qui soient phénomène de trouble. Ouais. Donc là, on ne défend pas ce qui n'est pas défendable. Mmh. En attendant, à Mayotte, la décentralisation de la loi du 2 mars 82 a été instaurée le 1er avril 2004. C'est tout récent. Nous sommes devenus département que le 31 mars 2011. L'administration territoriale telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est toute jeune. Et il y a une crise sociale profonde au sein de cette administration. L'avez-vous ressenti, l'avez-vous entendu aussi ? Alors, encore une fois, nous sommes pour le dialogue social, donc je ne vais pas mettre le point où ça créerait plus de tension. Il se trouve que l'administration nous reçoit demain. Mmh. Donc, pour évoquer l'ensemble des problèmes et une partie des solutions qui sont dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, je pense que déjà réexpliquer les problèmes de part et d'autre, réexpliquer le projet au niveau du conseil départemental, plutôt que de parler de contraintes, parlons de projet et d'administration et de société. Il y a la charge est énorme par rapport au conseil départemental, puisqu'il a récupéré l'ensemble des compétences. Ouais. Et les compensations ne se font pas, vous le savez, de toute façon, ne se font jamais à l'identique des charges. Donc ça veut dire que le département, qui avait déjà des difficultés de réorganisation financière, va se retrouver avec un effet ciseau supplémentaire.
Donc, les recommandations, par exemple, au niveau du département, c'est les charges du personnel. Alors, c'est un sujet délicat parce que, en tant que représentant du personnel, notre but, il est d'améliorer et de pérenniser au maximum les emplois et les fonctionnaires. Par contre, au vu du rapport, on se rend compte qu'il y a un nombre incalculable de cadres supérieurs qui ont été embauchés pour recherche d'expertise. Chargé de mission. Voilà. Donc se pose le problème de la formation. Quand vous regardez le rapport, la pyramide est un peu bizarre, c'est-à-dire que les cadres A et B sont presque à l'identique et les cadres C, ils sont 6 fois plus nombreux que les cadres B. Donc on voit qu'il y a un problème, de formation des cadres C. C'est-à-dire que nous allons encourager l'administration à former les cadres C. Ouais. Pour qu'ils puissent passer cadre B, qu'on ait une pyramide et un nombre d'encadrants, intermédiaires qui soit suffisant, sachant que ce qui est stratégique dans une entreprise, c'est les encadrants intermédiaires. Et ça ne paraît pas comme ça. Mais c'est l'interface entre l'exécutif ou le chef d'entreprise et l'agent d'exécution. Alors moi, ça m'appelle une question assez intéressante. Est-ce que le modèle mahorais est pareil en métropole ? C'est-à-dire que quand on a une nouvelle élection, quelle que soit la collectivité, je ne parle pas forcément du conseil départemental, chez nous, il y a une nouvelle équipe on recrute de nouvelles personnes, un nouveau DG, un nouveau... C'est la facilité. Alors, l'ensemble des emplois fonctionnels sont prévus pour ça. Et un emploi fonctionnel est à la confiance complète et la courroie-transmission directe par rapport à l'exécutif. Ça devrait être ça. C'est ça le schéma classique, normalement. Voilà. Non, mais c'est les emplois fonctionnels qui sont impactés par ça. Quelqu'un qui fait bien son boulot, qu'il soit DG, DGA ou employé, doit rester en place. Il n'y a pas des chasseurs sorcières, parce que le problème, c'est que quand vous rembauchez comme ça, dans le cas d'une nouvelle équipe, il y a toute l'ancienne équipe qui se retrouve. Alors, on n'aime pas parler de placard, mais quand vous voyez le nombre de DGA au niveau de la collectivité, je veux dire, par rapport aux fonctions, là, on peut s'interroger à savoir qu'est-ce qui s'est passé sur le nombre pléthore de DGA. On a des familles nombreuses ici. Même si, au départ, l'administration, l'exécutif a hérité d'une administration avec un nombre de DGA qui était important. Ouais. Mais ça se fait, c'est la théorie des petits pas, vous savez, on ne peut pas faire la révolution, il faut rester dans une dynamique d'évolution, ne pas froisser les gens, il y a des amours-propres à prendre en compte. Bien sûr. Donc, les DGA, comme l'ensemble des agents, ont le droit à une carrière, à un respect et une reconnaissance de leur savoir-faire. Donc c'est à l'administration de trouver des solutions, de contrôler l'emploi des contractuels, parce que les contractuels, normalement, ne devraient servir qu'à pallier l'insuffisance ou le manque de professionnels au niveau de l'administration, et non pas à simplifier la gestion en disant je remets une nouvelle équipe en place et puis l'ancienne équipe on va la mettre un peu à l'ombre. Il y a une petite spécificité à Mayotte, c'est que pendant des années il y a eu beaucoup de contrats dans les collectivités qui servaient à pallier l'absence d'allocation et de chômage. Et des présidents du conseil régional à l'époque l'ont reconnu même sur votre plateau. Les gens ils n'ont pas de revenus du tout, et donc ils ont quand même recruté à tour de bras. Ce qui est important, c'est la transparence par rapport à ce qu'on fait. Parce qu'effectivement, on peut de temps en temps utiliser les travers de la loi pour permettre un meilleur être au niveau des citoyens. Oui. Donc là, il n'y a pas, plutôt que de payer quelqu'un au chômage à rien faire, on peut embaucher quelqu'un dans l'administration dans le cadre d'un service au public. Non, mais nous, il n'y avait pas de chômage. Donc c'est pas de chômage. C'est pour ça qu'ils embauchaient, pour que les gens aient au moins quelque chose. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est au moins ça maintient, il faut voir le bon côté, ça maintient les gens dans l'activité. Ouais. Donc ça permet d'avoir une société qui reste socialisée. En conclusion, il nous reste 2 minutes. J'ai une petite question, on va vous demander une réponse rapide, et puis c'est Sam qui conclura. Quand vous allez repartir, a priori, est-ce que vous le savez déjà, le plus gros chantier que vous voyez par rapport à votre activité pour notre territoire, le chantier principal à mettre en œuvre pour la fonction territoriale? Je pense. Alors, moi quand je suis arrivé, je suis sorti de l'aéroport, j'ai regardé le nombre de grues qu'il y avait à Mamoudzou. J'ai vu 3 grues. Pas beaucoup. Je me suis dit, c'est pas beaucoup de grues. C'est juste un indicatif par rapport à un endroit quand j'arrive. Après, en dehors du problème routier, circulatoire qu'il y a au niveau de l'ensemble de l'île, qui est dû historiquement au fait que il n'y a pas de transport en commun. Donc, il me semble, au niveau du département, moi je travaille au département des Vosges, et au niveau du département des Vosges, il y a une convention qui avait été signée avec les transporteurs de transport scolaire pour pouvoir prendre éventuellement des passagers extérieurs. Donc il y a peut-être une des solutions
pour éviter que les bus en retour, par exemple, ou à l'aller voyagent à vide, de permettre de passer des conventions avec les transporteurs pour que Allo puisse également prendre commande du public. Parce que c'est pas idiot. Chez vous, c'est un vrai problème. Un vrai, véritable problème. Après, au niveau des collectivités, moi je suis là pour regarder la manière dont on va appliquer la mise en place de structures de notre syndicat au niveau de l'ensemble du territoire. Quoi faire pour structurer, pour que les gens soient bien informés, et puis convaincre l'ensemble des employeurs qu'ils ont intérêt à coopérer avec nous, parce que c'est l'intérêt et des agents et des collectivités. Samuel, en conclusion. Oui, tout simplement, l'ampleur du chantier mahorais en matière de fonction publique territoriale est-elle surmontable? Cette ampleur, cette importance, ce décalage qu'il y a, est-il selon vous surmontable? Oui, moi j'ai rencontré, alors j'ai dit que les femmes étaient très volontaires chez vous. Ça c'est clair. Mais j'ai rencontré, pour la grande majorité des gens, des personnes qui étaient volontaires, qui étaient impliquées dans l'identité de l'île de Mayotte. C'est pour ça que de temps en temps la comparaison avec la Réunion n'est pas culturellement envisageable, et qu'il y a un débat par exemple au niveau du conseil départemental sur le niveau universitaire, sur le rattachement ou pas à l'université de la Réunion. Je pense qu'il y a une entité, il y a une manière de se comporter sur l'île de Mayotte qui justifie qu'il y ait une défense de votre manière d'être. Ouais. Ouais, absolument. Merci beaucoup Dominique Zob d'être venu sur notre plateau. C'est donc le président du syndicat national des territoriaux pour la CFE-CGC. C'est tout pour ce temps de parole.